Bonjour, bienvenue sur Décideur TV pour Lex Inside, votre rendez-vous consacré à l'actualité juridique et à l'actualité du monde du droit. Au programme de ce numéro, on va parler des enquêtes internes en termes de recevabilité pour justifier d'un licenciement avec François Allambret, consul chez Adolphe Godard. On évoquera également le dépôt de marques visant des NFT et métaverse avec Clément Monet, consul chez Norton Rose Fulbright. Et enfin, la nouvelle version du règlement eIDAS avec Séverine Denis, directrice des affaires réglementaires et institutionnelles chez DocaPost. On commence tout de suite cette émission avec François Allambret, consul chez Adolphe Godard, pour évoquer la recevabilité des enquêtes internes pour justifier d'un licenciement. François, bonjour. Bonjour. Quelle est la position de la jurisprudence en termes de recevabilité des enquêtes internes pour justifier d'un licenciement? La position de la jurisprudence, c'est une position un peu d'équilibre, puisqu'elle doit composer entre un peu deux éléments. D'un côté, elle rappelle, comme le Code du travail, que l'employeur est responsable de la santé physique et de la santé psychologique de ses salariés. Ça veut dire que s'il y est porté atteinte, il doit y remédier pour faire cesser cette atteinte. Ce qui veut dire qu'en pratique, si des faits lui sont rapportés, il faut qu'il mène une enquête pour en vérifier la véracité. Et puis de l'autre côté, la jurisprudence a le souci de ne pas alourdir la charge de l'employeur pour que justement, il puisse mener cette investigation. Et quand je dis l'employeur, en fait, c'est tous les employeurs, c'est à toutes les entreprises, quel que soit leur effectif et quels que soient leurs moyens. Donc la jurisprudence, elle s'adapte, elle n'a pas de règles précises, il n'y a pas de disposition dans le Code du travail. Ça veut dire que les élus peuvent être associés ou pas, la personne visée peut être entendue ou pas. C'est selon ce qui dicte un peu la jurisprudence et si l'employeur suit son obligation de loyauté et de bonne foi dans la mise en œuvre de l'investigation interne. Quelles sont les obligations vis-à-vis des salariés? Elles sont finalement, je l'ai dit, il n'y a pas de disposition dans le Code du travail. Donc, la jurisprudence apprécie au cas par cas si l'employeur a mené l'enquête interne dans son obligation de loyauté, s'il n'a pas usé de procédés déloyaux ou abusifs. La situation est un peu différente quand ce sont des avocats qui interviennent. Pourquoi ? Puisque nous avons des règles déontologiques qui sont assez précises. Et l'Ordre des avocats du barreau de Paris, par exemple, a rédigé un vade-mecum pour nous rappeler nos obligations déontologiques. Ça veut dire, je prends un exemple, par exemple, lorsqu'on interroge une personne, il y a une audition, c'est-à-dire de l'informer auparavant que ce qu'il va dire n'est pas couvert par le secret professionnel, qui peut être assisté par un autre avocat. C'est l'obligation, par exemple, aussi de ne pas représenter l'employeur dans le cadre d'un litige qui va découler de l'investigation qu'on a menée. Ce qui paraît logique. Ça va de soi, mais c'est toujours bon de le rappeler. Alors, ça paraît un petit peu une contrainte, mais finalement, pour l'employeur, c'est aussi un gage d'impartialité, d'indépendance pour lui. Concrètement, comment ça se passe une enquête interne? Alors, je peux prendre un exemple, par exemple, d'une investigation interne qu'on a menée il y a peu de temps. On a déjà une équipe qui est dédiée, avec différentes disciplines à l'intérieur, droit pénal, compliance, droit du travail. Et puis ensuite, on a 3 phases. On a une phase, j'allais dire principale, peut-être la plus silencieuse ou la plus invisible, mais la plus importante. Et on prépare. C'est-à-dire que dans le cas précis, par exemple, c'était une filière de vol de pièces dans une usine avec une revente, etc. On étudie l'état des stocks, les procédures de sortie des pièces, de rebut, on regarde les plans de l'entreprise, la vidéosurveillance. On choisit un peu les personnes qu'on va entendre, les questions qu'on va leur poser à chacun, comment on va les entendre, etc. Ça, c'est la phase préalable. Ensuite, on va sur le site. Donc, on va dans l'usine, on regarde l'usine, on regarde les plans, on est sur place, on entend les personnes, on leur pose les questions. Et puis, la 3e phase, c'est la phase, j'allais dire, finale de rédaction de notre enquête. Et surtout, on donne nos préconisations à l'employeur, que ce soit des préconisations immédiates ou à moyen terme. Pour terminer, c'est pas toujours bien vécu une enquête interne. Alors, quelles sont vos préconisations pour que ça se passe bien? Alors, je pense que les préconisations, c'est un peu déjà celles qu'on se donne nous, c'est-à-dire que on a une équipe qui est pluridisciplinaire. On a des expertises croisées. On n'a pas un avocat en droit du travail qui y va, par exemple. On a un avocat en compliance, un avocat en droit pénal et un avocat en droit du travail. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est qu'ils ont l'habitude de travailler ensemble. Donc, ça veut dire que dès le début,
on essaye de passer un peu au crible toutes les problématiques. Et puis, quand il y a des imprévus, parce que c'est aussi un peu le cadre des enquêtes internes, eh bien, s'il y a un imprévu en droit pénal, on peut réagir tout de suite. En droit du travail aussi. Et quand on fait, à la fin, nos préconisations, on est à la fois rapide parce que, bon, on a pu couvrir tous les plans, puis surtout, on est cohérent. C'est-à-dire qu'on n'a pas une préconisation faite par un travailliste, par exemple, qui va être contredite par un pénaliste. Donc, c'est ça qui est intéressant pour le client et qui fait en sorte que ça se passe bien. C'est avoir une cohérence d'ensemble. Voilà, au-delà de la rapidité qui est importante, c'est la cohérence d'ensemble. Voilà. On va terminer là-dessus. Merci d'être passé sur le plateau de Lex Inside. Merci beaucoup. On poursuit Lex Inside avec Clément Monet, console chez Norton Rose Fulbright pour parler du dépôt de marque visant des métaverses et NFT. Clément Monet, bonjour. Bonjour Arnaud, merci de me recevoir. Alors tout d'abord, quelles sont les définitions des métaverses et des NFT ? Alors en termes simples, les métaverses peuvent être définis comme des mondes virtuels qui sont accessibles à de nombreux utilisateurs de façon simultanée et de manière immersive et dans lequel ces utilisateurs peuvent interagir entre eux, mais également interagir par le biais notamment d'avatars. Dans le métaverse, il est tout à fait possible d'acheter par exemple une paire de baskets virtuelles ou encore d'assister virtuellement à un concert. Les métaverses, ce ne sont pas une technologie nouvelle en soi, ça remonte quand même aux années 2000, le premier étant le monde virtuel 3D The Second Life. Mais il est vrai que depuis 2021, les métaverses ont connu un certain regain et un certain intérêt du fait du développement des métaverses basés sur la blockchain et la technologie et l'essor des NFT. Alors, qu'est-ce qu'un NFT ? Voilà. Donc justement, si on reprend qu'est-ce qu'un NFT ? Un NFT en anglais non-fungible token ou jeton non interchangeable. Qu'est-ce que c'est de façon simple encore ? C'est avant tout un certificat numérique d'authenticité qui est attaché à un fichier numérique et qui permet de rendre ce fichier numérique unique et non interchangeable. Donc en matière, par exemple, dans les métaverses, les NFT sont généralement attachés à des fichiers numériques pouvant représenter une parcelle de propriété ou l'image d'un sac à main virtuel ou encore, je sais pas, une boisson ou une paire de chaussures. Voilà, donc c'est vraiment un certificat d'authenticité, d'unicité. Pourquoi les entreprises s'intéressent-elles à ces mondes virtuels ? Elle s'intéresse à ces mondes virtuels parce que c'est une formidable opportunité commerciale et un support, elle constitue également des opportunités marketing. Les métaverses et les mondes virtuels sont un nouveau support de communication pour ces entreprises-là et ça leur permet également d'accéder peut-être à un nouveau type de clientèle qu'elles n'auraient peut-être pas pu capter dans le monde réel. Alors, comment protéger sa marque dans ces mondes virtuels ? Alors, c'est une question intéressante, mais j'espère pas vous décevoir, mais dans un monde virtuel, il faut malheureusement procéder au même dépôt que dans le monde réel. Donc, une marque qui veut déposer son signe pour des produits virtuels devra déposer sa marque auprès de l'office compétent, donc l'INPI pour la France ou le UPO, par exemple, si on veut une marque qui ait un caractère effectif sur l'ensemble des territoires membres de l'Union européenne. Maintenant, le point principal sera de choisir pour quel produit et service je dois déposer ma marque. Comment fait-on ? Donc, à l'heure actuelle, il y a déjà des marques qui ont réussi à obtenir des enregistrements pour des produits virtuels ou pour des produits ou des services désignant le métaverse. Actuellement, les classes les plus communément utilisées sont la classe 9 pour des produits virtuels ou des logiciels, la classe 35 pour des services de vente au détail de produits virtuels ou encore la classe 41 pour des services de divertissement dans le domaine, encore une fois, du virtuel. Ici, en matière de NFT, la classe principale est la classe 9. Ça a déjà été confirmé récemment par le UPO, qui, dans une recommandation intéressante du 13 juin dernier, il me semble, de mémoire, a bien précisé que la classe appropriée pour des produits virtuels était la classe 9.
Simplement, elle a précisé que le terme produit virtuel était un terme qui manquait de clarté. Pourquoi? Parce qu'elle considère que produit est trop vague et que donc, par exemple, une marque de vêtements qui veut protéger des vêtements virtuels dans les métaverses devra dire, ou en tout cas devra désigner dans son dépôt de marque, en classe 9, produit virtuel, à savoir des vêtements virtuels. Donc là, on en est là à ce stade-là. Et aussi un point très intéressant que l'UPO a indiqué dans sa dernière recommandation, est que la classification NIS qui énumère tous les produits et services qui sont disponibles à titre de protection sera mise à jour très prochainement dans le cadre d'une 12e édition et prendra en considération spécifiquement la question des NFT. Que se passe-t-il en cas d'atteinte aux droits des marques dans les métaverses? Alors, en cas d'atteinte aux droits des marques dans le métaverse, il faut distinguer différentes hypothèses. Tout d'abord, si vous êtes une entreprise qui a déjà la chance d'avoir un enregistrement désignant les métaverses ou les produits virtuels, là, on ne devrait pas avoir trop de difficultés. On pourra invoquer notre marque, opposer notre marque au tiers contrefacteur dans le cadre d'une action classique de contrefaçon de marque. Pour les sociétés qui n'ont pas encore eu le temps de déposer leur marque ou qui n'ont peut-être tout simplement pas voulu déposer une marque désignant des produits virtuels, il faudra distinguer selon que cette société jouit d'une certaine renommée ou pas. On sait que les marques de renommée n'ont pas besoin d'être enregistrées dans toutes les classes de produits et de services pour pouvoir se protéger. Ça veut dire qu'une marque qui est très connue pourra quand même empêcher un tiers d'utiliser un signe identique ou similaire au sien pour des produits qui ne sont pas pour autant désignés dans sa marque. Elle bénéficie de sa notoriété? De sa notoriété, exactement. Puis, pour les marques qui sont un peu moins connues, tout n'est pourtant pas perdu. On peut envisager, je pense, une action en concurrence déloyale ou parasitisme pour démontrer que le tiers a cherché à bénéficier des investissements du titulaire de la marque de façon indue. Ou encore, on peut aussi imaginer invoquer un droit d'auteur. Si par exemple, un créateur dans un monde virtuel, dans un métaverse, crée un sac qui ressemble étrangement à un sac très connu d'une maison de luxe, si cette maison de luxe n'est pas renommée, bon, on peut en douter, ou n'a pas déposé de marque dans le métaverse, elle pourrait très bien invoquer son droit d'auteur à l'encontre de ce produit virtuel contrefaisant. On voit bien, le droit est aussi dans le métaverse. Exactement. On va conclure là-dessus. Merci Clément Monet d'être passé sur notre plateau. Merci. Vous êtes toujours dans Lex Inside. On va parler de la nouvelle version du règlement eIDAS. Quels sont les changements pour les entreprises? On en parle tout de suite avec mon invitée, Séverine Denis, directrice des affaires institutionnelles et réglementaires chez DocaPost. Séverine, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le règlement eIDAS? Le règlement eIDAS est une réglementation européenne qui porte sur l'identification dans le monde numérique et les services qualifiés qui vont avec. Les services qualifiés de confiance. Quels sont les changements prévus par cette nouvelle version? Dans cette nouvelle version, on introduit 3 nouveaux services qui sont le wallet ou portefeuille électronique des citoyens, le ledger, quelque chose de très technique, et les services qualifiés d'archivage électronique. Concrètement, quels vont être les impacts sur les entreprises? Pour les entreprises, ce qui sera certainement le plus visible, c'est le portefeuille électronique d'identité qui va permettre d'identifier de manière beaucoup plus fiable la relation entre les citoyens et les administrations et les entreprises entre elles. Concrètement, comment ça va se traduire? Concrètement, ça va se traduire par la mise à disposition d'un portefeuille pour tous les citoyens par l'État et qui va permettre de distribuer des attributs de la personne. L'attribut de la personne, c'est mon identité, mais c'est également est-ce que j'ai le permis de conduire ou pas? Est-ce que je suis majeur ou pas? Donc des choses très concrètes. Quelles sont les précautions à prendre par une entreprise dans la perspective de ces évolutions du règlement eIDAS? Dans cette perspective, mais des choses qui étaient déjà opérationnelles, c'est de choisir des services qualifiés lorsque c'est nécessaire ou imposé par la réglementation locale dans son propre pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai besoin de faire une signature électronique qualifiée, je vais devoir utiliser un service qui a été qualifié en France par l'ANSSI pour m'assurer que je vais bien respecter les obligations réglementaires.
Comment on choisit les services, par exemple? Alors, on choisit les services, l'ANSSI, donc l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, tient à jour une liste des opérateurs qui sont qualifiés et de chacun des services correspondants qui sont qualifiés. Et puis, il y a un marquage aussi. Tout le monde ne peut pas se prévaloir d'être qualifié au titre d'un service ou d'un autre. Alors, comment sont sélectionnées ces entreprises? Comment sont-elles qualifiées? Les entreprises sont qualifiées sur la base d'audits qui sont menés pour le compte de l'agence. Donc, l'agence va définir des critères opérationnels et techniques qui sont audités par des experts. L'expert donne, je raccourcis et je caricature, mais va donner un rapport d'audit et en dernière analyse, c'est l'ANSSI qui dira si oui ou non la société est bien conforme aux exigences du référentiel. Alors, revenons sur ce fameux règlement et cette nouvelle version. Est-ce qu'il y a d'autres choses à prendre en compte pour les entreprises? Eh bien, les entreprises vont pouvoir utiliser ces référentiels, ces services qualifiés de manière complètement transversale d'un État à l'autre. C'était déjà le cas, mais ça devient encore plus vrai, ce qui veut dire qu'un service qualifié en France peut être utilisé dans les autres États européens et ça permet également d'acheter un service qualifié dans un autre État, dans notre propre pays. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt sur Décideur TV pour un nouveau numéro de Lex Inside.